possible avec ce micro, il faut tenir assez près. Je vais essayer de vous présenter le système solaire. C'est un vaste espace. On pourra le voir tout à l'heure. Je vais vous faire peut-être avant de vous présenter le système solaire, je vais quand même vous dire un peu ce que je fais à l'EPFL. Donc je m'occupe d'avions modulaires. On a imaginé un avion modulaire de 60 mètres dont l'aile fait 60 mètres d'envergure et qui peut emporter des capsules qui sont faites comme des fuselages et qu'on peut détacher de cette aile et les mettre sur des wagons de chemin de fer et elles pourraient regagner le centre des villes, au cœur des entreprises. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus depuis environ 9 ans. J'ai travaillé dans l'unité d'enseignement Habiter Mars, donc on amène les étudiants à imaginer une base martienne. Et donc on a des étudiants en architecture, en ingénierie et en environnement, donc on leur fait faire on les coach pour faire une base. Voilà à peu près mon activité principale dans le domaine spatial, et puis une ex-étudiante qui est ici, Anne-Marlène Rued, avec laquelle nous avons, j'ai participé à un travail d'étudiant avec elle, qui est petit à petit devenu un article qui a été publié dans Acta Astronautica, une base sur le pôle nord de Mars, assistée d'une grue spatiale qui est capable de rejoindre l'orbite de Mars, le sol, l'orbite de Mars, intercepter les cargos, qui viennent de la Terre. Si j'ai le temps, je vous montrerai le film qu'on a fait là-dessus pour qu'il montre un petit peu tout ce mécanisme de cette base. Alors je suis plutôt spécialisé là-dedans, donc ne m'en veuillez pas, j'ai fait de grandes découvertes aussi en préparant je me suis surtout mis à jour en préparant cette conférence sur le système solaire. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de voir la richesse du système solaire dans lequel nous sommes. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vais entamer j'ai assez peu de temps, donc je vais devoir aller très très vite. Et puis on va commencer par... voilà. Donc je vais essayer de diviser cette petite conférence en 3 parties. Un système solaire aux limites extraordinairement lointaines. Donc oui, effectivement, vous verrez que je ne vais pas attaquer le système solaire en vous faisant une longue répétition des noms, de distances, de montagnes, de particularités qu'on peut trouver facilement soi-même sur Internet, mais plutôt de vous parler du système solaire dans la galaxie. Comment est-ce que le système solaire voyage dans la galaxie, un peu comme un vaisseau spatial. Et puis quelques chiffres vertigineux, pas si loin que ça, c'est-à-dire des choses astronomiques qu'on est capable de faire sur Terre. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Et là, je crois que j'aurai pas le temps. Un système solaire à l'échelle humaine, c'est plutôt la partie psychologique et des phrases qui ont été dites, je crois que je lui mets un peu de vent, qui ont été dites par Collins, qui était sur la face cachée, et qui a eu quelques réflexions vraiment très intéressantes et qui en disent long sur notre condition humaine en tant que terriens contemplant les étoiles et l'espace. Alors je vais commencer l'histoire, pas l'histoire du système solaire, la description de ce système solaire en partant d'assez loin. C'est donc l'amas de Laniakea qui en fait est un travail absolument extraordinaire qui est fait par une équipe menée par Hélène Courtois à l'université de Lyon, qui a consisté à réunir 100 000 galaxies, en calculant leur vitesse radiale, leur masse, etc., et les remettre sur cette carte que vous voyez ici. Donc là, vous avez l'amas de la Vierge, l'amas du Centaure, l'amas de Morma, etc. Et toutes ces galaxies sont prises entre encore 2 autres grands amas, dont un grand attracteur qui s'appelle Chapelet, grand attracteur, donc c'est noté juste là-bas. Donc cet amas fait le chiffre extraordinaire que vous voyez là-bas en kilomètres, et puis 520 millions d'années lumière, donc comme grandeur. Donc ça vous donne un petit peu les échelles, et c'est que 4% du diamètre de l'univers observable. Voilà, donc on habite ici, ce soir on est là. Et on va se rapprocher de notre galaxie. Notre galaxie, on n'a pas de photo, vue comme elle est là, parce qu'évidemment on est dedans. Là, il faudrait qu'on s'éloigne de 3 000 à 4 000 années-lumière pour avoir une photo comme ça, et encore, peut-être même encore un peu plus.
Et puis de nouveau notre système solaire qui habite humblement cette position ici. Donc c'est entre 200 et 250 milliards d'étoiles. D'accord? Et il faut bien se dire que chaque étoile, c'est un système solaire. Et le système solaire, c'est quelque chose d'incroyablement complexe. D'accord? Et chaque système solaire est unique, chaque planète est unique, etc. Donc vous avez côté industriel dans la nature n'existe pas tellement. D'accord? Même si il y a des espèces et des groupes qu'on peut... Mais je veux dire, dans l'espace, c'est vraiment une richesse absolument incroyable. Donc on va s'approcher un petit peu plus de notre système solaire. Juste vous dire que la vitesse de la Voie lactée est d'environ 630 km/s, je veux dire, dans l'amas Laniakea. Il y en a qui vont beaucoup plus vite que ça, hein. On est déjà à plus de 20 000 km/s, certaines galaxies. Vitesse du système solaire, 245 à plus ou moins 7 km/s, donc on n'est pas à ça près. Et puis l'année galactique, environ 170 millions d'années pour faire le tour. Donc on tourne autour de ce centre galactique. C'est une galaxie de type spirale barrée qu'on a ici, donc là où on habite. Et on va descendre un petit peu maintenant pour voir où on est là-dedans. Donc le diamètre de la galaxie est environ 100 000 années-lumière, avec une épaisseur moyenne de 1000 années-lumière. Donc une année-lumière, je pense que vous avez à peu près une petite idée, hein, 300 000 km/s fois 3600 fois 24 fois 365, ça vous donne donc une année-lumière. On habite le bras d'Orion, donc ici vous voyez que cette galaxie est faite de plusieurs bras, hein, donc ils ont des noms, on leur a donné des noms, le bras de Persée, le bras du Centaure, et puis nous on habite une toute petite partie qui s'appelle le bras d'Orion, qui est minuscule, qui est en fait d'une sorte de V, et on habite en fait un petit peu à la pointe de ce bras d'Orion. Voilà, donc on commence à avoir déjà un peu plus de précision pour la position de notre système solaire. Puis on va se rapprocher un petit peu plus, et on va voir qu'ici, notre bras d'Orion qui est là, donc ce V dont je parlais tout à l'heure, on est ici. Là vous avez la constellation une des étoiles de la constellation du Cygne. On ne peut pas dire la constellation du Cygne, parce que les constellations, c'est des étoiles, qu'on voit par projection. Si on devait voir les constellations, on aurait une espèce comme des tessons de verre qui seraient brisés tout autour, parce qu'évidemment on verrait les étoiles qui relient les dessins de ces constellations. Donc on a une des étoiles de cette constellation, enfin les étoiles de cette constellation de cette région-là. Et puis donc notre Soleil, je vais encore maintenant faire une coupe dans le bras de la galaxie qu'on voit, dans la galaxie qu'on voit en coupe ici. Et là, on a, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le vide. On habite un endroit où c'est un petit peu vide, comme ça, il y a une sorte de fenêtre sur l'univers qui est juste perpendiculaire au disque de la galaxie, un peu comme un toit ouvrant, quoi, disons, ou un Velux, dans une zone qui est assez vide, hein, il y a du gaz, mais extrêmement ténu. Les régions un peu plus sombres sont des gaz un peu plus, un peu plus compacts, un peu plus, avec une plus grande densité. Et actuellement, on se balade là-dedans. D'accord, le carré rouge que vous voyez ici, eh bien, il fait 32 années-lumière. Donc, on a dans cet espace vide, ces bulles bleues que vous voyez là, un petit peu plus de gaz, c'est comme des nuages, comme des bulles dans lesquelles on est en train de se balader. Vous voyez que la bulle S, eh bien, on est en train de quitter actuellement cette bulle S pour se loger dans la bulle qui est alpha du Centaure. Donc toujours c'est des nuages de gaz, hein, on est d'accord. Voilà donc pour cette situation du système solaire. Et puis là maintenant on arrive dans la galaxie. Et puis je vous ai fait une petite simulation avec un programme, d'astronomie, où on est autour de l'étoile Deneb. Et puis quelque part là-dedans vous avez notre Soleil. Alors vous avez 3 secondes pour me dire où on est, puis celui qui trouve gagne une bière. 1, 2, 3, trop tard. Voilà, on est là. D'accord? C'est toujours intéressant de voir des images comme ça, parce que quelque part, ça nous remet un petit peu à notre place. On habite là, vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, voilà. Donc, le Soleil est à 2616 années-lumière de Deneb. D'accord, qui est, lui, alors par contre, fait partie de cette
constellation du Cygne. 110 fois le rayon solaire, d'accord, 700 000 kilomètres, c'est gigantesque. Et notre Soleil, eh bien, c'est alors 700 000 kilomètres, donc ça fait 100. Ah voilà. Donc là, on a un tout petit souci. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure. Ça fait 110 fois le rayon solaire. Et puis là, on a je veux dire, le rayon de là, je me suis trompé. J'ai dû remettre ce chiffre-là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder tout à l'heure. Je vais vous donner ces valeurs justes. Ici, on a une année-lumière qui nous donne à peu près la distance à laquelle on est de Deneb. Et puis là, on continue à se rapprocher de notre système solaire, où on voit en rouge l'orbite de Pluton. D'accord? Là, on s'approche furieusement de chez nous. Et puis, on voit ici la comète de Halley, on voit les différentes planètes. Et puis, on n'arrive juste pas à voir, je veux dire, la Terre, Vénus et les autres, parce qu'on est trop près de ce rond jaune qui représente le Soleil ici. Donc, Deneb est ici, le Soleil où on était tout à l'heure est là. C'est juste le point de repère. Donc on s'aperçoit que comme on va dans cette direction, la direction de la constellation du Cygne, j'entends les ailes du Cygne seraient là, notre course est un petit peu perpendiculaire à notre disque du système solaire dans la galaxie. Pas tout à fait, mais on a quelques degrés. Voilà. Donc Vénus, Terre, Mars, ici vous avez Cérès, Jupiter et Saturne, qu'on arrive quand même maintenant à voir en se rapprochant petit à petit. Donc, notre système solaire, où il s'arrête, où il commence. À l'école, on nous dit, voilà, après Pluton, c'est fini, il n'y a plus de système solaire. C'est totalement faux. Le système solaire va beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Si on tient compte, par exemple, des effets de sa gravité, quels sont, je veux dire, jusqu'où le Soleil a une action dans sa gravité. Alors, il y a beaucoup de discussions là-dessus. C'est vrai qu'il y a des polémiques même, déjà rien que sur Pluton, est-ce que c'est une planète, pas une planète, un planétoïde, etc. Vous voyez un petit peu les guéguerres qui existent dans ce domaine-là. Donc ce qu'on va faire ce soir, on ne va rien décider du tout, on va prendre un peu quelques chiffres. La limite de l'héliosphère, donc l'héliopause, se situe à 94 fois la distance entre la Terre et le Soleil, donc 150 millions de kilomètres. Ça nous fait là 14 milliards de kilomètres. L'héliosphère est une bulle de vent solaire, vent se déplaçant entre 400 et 800 km/s. Donc là, on est clairement dans des éléments qui sont supersoniques par rapport à l'environnement qui existe dans la galaxie. Je ne parle pas du centre de la galaxie, mais en tout cas dans les régions dans lesquelles on tourne. La sphère d'Oort, qui est beaucoup plus loin, qui commence environ à 1,15 années-lumière, c'est toujours le système solaire, va s'étaler jusqu'à environ 2 années-lumière du centre du système solaire. Il représente la zone d'influence gravitationnelle du Soleil. Mais il y en a certains qui disent que ça va beaucoup plus loin que ça, et qu'il y a des objets qui tournent déjà autour des 5 années-lumière autour du Soleil. D'accord? Donc on voit que finalement cette limite du système solaire, elle est quand même relativement floue, et nous on est plutôt habitués à cette zone ici. Ce qu'on voit là, je vais y revenir, c'est une onde de choc. Et cette onde de choc, eh bien, on va la regarder d'un peu plus près, on la voit ici. Eh bien, c'est le voyage du système solaire dans le milieu interstellaire. Alors là, il se passe plein de choses incroyables, vraiment incroyables. Donc, vous savez que des champs magnétiques, il y en a partout. Vous avez des champs magnétiques, vous avez du gaz, vous avez vous avez du plasma, donc c'est du gaz chargé. Vous avez des poussières, d'accord? Et puis, vous avez un vent solaire qui arrive entre 400 et 800 km à la seconde et qui va frapper les poussières et ce gaz interstellaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez une onde de choc ici. Vous avez ici une compression de gaz, même si c'est extrêmement ténu, vous avez cette réaction-là. Vous verrez qu'il y a des photos qui tout à l'heure, je vais vous montrer, où on voit clairement dans la réalité cette onde-là. Donc on voit l'héliopause qui représente un petit peu la peau de cette gaine qui est autour. Il faut se représenter ce système solaire un peu comme une fusée, parce qu'en gros, si maintenant vous regardez la traînée qu'il y a là derrière, ça ressemble un peu à une grosse goutte d'eau, le long duquel vous allez avoir des particules
qui vont ici devenir ionisés dans cette région-là, et qui vont suivre et pas se mélanger à l'intérieur de cette gaine qu'est l'héliopause. Pourquoi? Parce que quelque part, vos particules chargées ionisées ne vont pas se mélanger avec d'autres champs magnétiques aussi ionisés. Voilà, donc ces charges-là se mélangent très peu. Par contre, vous avez des particules neutres qui vont rentrer directement dans le système solaire parce qu'elles ne sont pas chargées, elles ne vont pas être conduites par ces champs magnétiques. Là, je vous ai donné une représentation de l'orbite terrestre. Hein, là, donc on est vraiment en face de notre Soleil qui avance à peu près dans ce sens-là. On voit en plus que ça, je veux dire, ça, on voit ces bras qui sont là. Nous, en gros, si on peut calculer et vérifier ce champ, il nous arriverait sur la Terre un petit peu autour des 45 degrés. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps passe vraiment très vite. Ah, là je crois que j'ai un petit souci. Il est là. En fait, il est là. Magnifique. Ouais, juste un peu à gauche. Voilà, merci. Magnifique. Ah là, c'est bon, ça part. Ça va ou bien? Non, il faudrait vraiment le garder sur le menton. Ah ouais, alors je l'appuie sur le menton. Ouais. Mais vous arrivez à me comprendre? Là, ça va un peu mieux, je pense. Hein. Je l'appuie sur le menton. J'aurais dû y penser. On va aller dans le système solaire, puis je ne te fais pas tenir un micro. C'est terrible. Voilà, donc... donc ici, le rond rouge qui est là représente Pluton, l'orbite de Pluton. Et puis ici, la ceinture de Kuiper en bleu. Donc ça vous donne un petit peu. Puis on voit aussi ces champs magnétiques, je veux dire ces particules qui tournent et puis qui retournent et qui ralentissent en tant que vent solaire. Voilà. Je vais continuer. Donc ce milieu interstellaire, c'est une particule par centimètre cube, hein, selon les régions évidemment. Et puis donc c'est constitué de champs magnétiques, vent interstellaire fait d'ions, de gaz et de molécules. Je vais peut-être un petit peu accélérer là aussi parce que je crois qu'on a décrit déjà pas mal de choses. Alors c'est vrai, peut-être encore un mot sur les champs magnétiques. C'est quand même, il nous aide à comprendre un petit peu ce milieu-là, la structure de ces milieux-là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ces champs magnétiques sont détectés par un satellite qui a été fait absolument pas pour ça. C'est le satellite Planck qui travaille dans ces longueurs d'onde de 1 mm et qui, tout d'un coup, a double emploi maintenant. Donc non seulement il scrute le début du Big Bang je veux dire, c'est pour ça qu'il a été fait, hein, sur le fond diffus cosmologique, mais en même temps, il rend d'énormes services pour comprendre un petit peu les structures magnétiques qu'il y a dans la galaxie. Hein? Donc là, un petit film pour vous montrer ce voyage du système solaire dans notre galaxie. Alors évidemment, les couleurs sont exagérées, la vitesse, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est juste une illustration. Voilà, c'est ce que je vous disais, là on voit une autre étoile, hein, donc l'étoile L Orionis, où on voit cette onde de choc, le vent de l'étoile qui est derrière, et puis l'avancement de cette étoile dans ce sens-là. Monsieur Zwicky, qui est très connu dans le domaine de l'astronomie, qui a vécu aux États-Unis, est un Suisse, un astronome suisse, un personnage haut en couleur que je vous conseille, je dirais. Enfin, allez voir sur Internet qui est ce personnage, c'est quelqu'un d'assez incroyable. C'est un des premiers qui a constaté qu'il manquait de la masse hein, dans les galaxies, dans les galaxies naines. Et je veux dire, c'est un des premiers qui a dit quelque part qu'il manquait quelque chose, je veux dire, au niveau des masses stellaires. Et M. Zwicky a eu cette phrase assez incroyable de dire que, que notre système solaire était comme un vaisseau spatial, et en plus, lui, il aurait bien aimé qu'il soit manœuvrable, c'est-à-dire qu'il allait jouer en intervenant au niveau de champs magnétiques très puissants qu'on pourrait déclencher à droite ou à gauche pour donner une inflexion à notre Soleil. En 1948, il fallait le faire, quoi. Voilà, je tenais à vous montrer ce personnage. Ici, là, il me reste combien de temps en gros ? 5, waouh, une éternité. Là, on voit donc un disque protoplanétaire, donc ces lignes un peu plus sombres, c'est, je veux dire, la matière qui est manquante, mais en fait, qui est la marque du passage de planètes en formation.
Et ce système-là, on le retrouve même dans dans le système solaire, par rapport à, par exemple, Daphnis qui voyage dans l'anneau A en plus, et qui en fait repousse les poussières de l'anneau de Saturne, hein, on le voit ici, et en même temps qui va collecter de la matière et puis peut-être grossir. Là, il y a encore aussi pas mal de choses qui se discutent. C'est pas encore tout à fait, je dirais, quelque chose de très net, hein, disons, au niveau de ce qui se passe. Mais en gros, ceux qui ont constaté la première fois ce genre de phénomène, c'était en 1977 sur les anneaux d'Uranus. Là, je vais accélérer. On voit aussi la Terre, hein, quelque part, c'est pas du tout les mêmes réactions, pas du tout les mêmes mécanismes. Mais on a aussi cette onde de choc, cette déviation des champs électriques qui est là, et la reformation derrière de ces lignes de champs magnétiques par rapport au Soleil. Voilà, la ceinture de Volanen, etc., responsable.